Bonjour Monsieur Nielbien. Bonjour Madame. Vous allez bien? Très bien Madame. Bien réveillé? Oui. Prêt à nous parler de ce sujet? J'espère. Et bonjour, on doit vous dire Sa Majesté. Sa Majesté, ça ira. Sa Majesté, on rappelle que vous êtes reine-mère du Zanzan. Merci de votre présence sur ce plateau. Merci. On vous retrouve dans quelques instants, juste après cet élément qui va tracer les sillons de notre thème du jour. Non? Il n'y a pas on y va directement. Alors, Monsieur Nielbien, partir si loin, un fait culturel. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette problématique? Il faut comprendre par là que de tout le temps et en tout lieu, l'homme a toujours eu la bougeotte. Au sens où il a toujours erré, il est toujours allé au gré des vents et ce n'est que rarement en fonction de l'eau, du gibier ou des fruits qu'il trouve qu'il se sédentarise. Ça veut dire que cela est inhérent, cela est inné en l'homme et que les phénomènes de migration ont toujours jalonné la vie des êtres humains, quel que soit l'espace, quel que soit le lieu et quel que soit le temps. Donc la notion du loin, de l'éloignement, est juste une perception et ça fait partie des aléas et de la vie. Donc c'est inhérent à la nature humaine, à toute nature humaine. À toute nature humaine. Comme tout animal, on vagabonde, on va un peu partout. Et quand ça nous sourit, nous restons quelque temps. Et après, quand on imagine encore qu'on peut gagner mieux ailleurs... Le mot vagabonde me gêne un peu. Ça vous gêne par rapport peut-être à un monde aujourd'hui où on doit travailler, on doit gagner de l'argent. Peut-être que là, c'est gênant, sinon l'homme a toujours été un vagabond. Un vagabond heureux. Vous parlez même de la Côte d'Ivoire et de sa composition, on dira peut-être ethnique, et des migrations qui ont eu lieu. Tous les peuples, voilà, tous les peuples aujourd'hui installés en Côte d'Ivoire viennent d'ailleurs. Hein. Les Akans qui viennent de l'Est, beaucoup plus à l'Est par exemple, Royaume du Ghana, etc. Au nord, on vient de beaucoup plus au nord. On est tous le fruit de migrations certaines. Bien sûr. L'homme est dynamique. Oui, l'Afrique de l'Ouest même est typique parce que si vous prenez l'Afrique centrale, on a la forêt tropicale, la forêt dense, ce qui a fait que ça freinait les vagues migratoires. Mais quand vous prenez l'Afrique de la Libye, de la Mauritanie, etc., vous verrez qu'il y a eu les grands royaumes, Ouagadougou, Ghana, Songhai, etc. Soso, on n'avait aucune frontière. Oui. Ce sont les Blancs qui, à la conférence, ont décidé de donner des noms, de donner des frontières, etc. Balkanisation de l'Afrique. La balkanisation de l'Afrique, la division de l'Afrique. Alors, Eva a ouvert une brèche par rapport au fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a des migrations internes, le Koyaka qui se retrouve en pays BT, à Daloa, à Gagnoa, ou bien, je ne sais pas, mais je veux dire, de façon interne, c'est un peu l'ADN de la Côte d'Ivoire, non? Moi, je pense que déjà, il faut comprendre que l'homme est très curieux. La curiosité et le désir de recevoir mieux, d'obtenir mieux, et même se dire que peut-être qu'ailleurs, on peut réussir, on peut évoluer. Donc ça fait que l'homme a toujours tendance à vouloir se déplacer et puis se dire que là où il va se retrouver, ça peut donner plus ce qu'il attend par rapport à tout ce qu'il entend. Donc c'est pour ça qu'on peut constater ça, on peut dire en Côte d'Ivoire et partout d'ailleurs. Les gens sont en quête de stabilité, en quête de promotion, en quête de succès, en quête de plusieurs choses. Et c'est ce qui motive l'homme. Et aussi, on peut comprendre aussi que quand l'homme est quelque part, ça amène... C'est comme si la personne se lasse. Il veut chercher mieux. C'est ça, en fait. C'est ce qui pousse l'homme, on peut dire maintenant, qui prend une autre envergure. Exactement. Donc, on est toujours à la recherche de mieux-être, qu'on croit trouver chez le voisin, qu'on croit trouver chez l'autre, mais ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours le cas. Pour parler de migration interne, Marco le disait, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire présente un visage tellement mixte qu'on retrouve des groupes ethniques un peu partout en Côte d'Ivoire, dans le sens où on retrouve majorité de Baoulés, par exemple, qui sont à l'origine du centre à l'ouest, on retrouve des gens de l'ouest carrément au sud. Et il y a un patchwork qui fait qu'on se sent presque partout chez soi. Oui. Ben, effectivement, il y a un cosmopolitisme et un melting pot en Côte d'Ivoire qui est assez singulier. Et on peut en voir en cela aussi le fait que déjà, c'était lié à une politique scolaire, au sens où quand quelqu'un réussissait l'entrée en 6e,
d'office, on l'éloignait de sa zone natale. Avec un tuteur. Avec un tuteur, donc tout le monde a pratiqué le tutorat en zone étrangère. Moi, par exemple, je suis Tagbana de Katiola, mais je suis né à Bondoukou. Mon père était affecté, il était fonctionnaire d'État à Bondoukou. Donc, ce qui fait que j'ai fait plus de temps à Bondoukou. Et à part l'Europe, j'ai fait plus de temps à Bondoukou que je n'en ai fait à Katiola, même où je n'ai passé que 4 ans. Donc, nous étions habitués déjà, tout jeunes, à aller dans des zones qui n'étaient pas nos zones natales, de telle sorte que ça a été symptomatiquement pour l'Ivoirien quelque chose de singulier. Déjà, en tant que fonctionnaire, on nous évitait notre zone de natale, et aussi en tant que jeune élève, on nous évitait cela. Si bien qu'à un moment donné, on bougeait naturellement, ou bien par cette contrainte-là, politique, et à un moment donné, partout on se sentait chez nous. Alors, il y a ce côté des Ivoiriens qui bouillonnent à l'interne, qui bougent beaucoup. Et puis, jusqu'à une certaine étape, à un certain moment, l'Ivoirien ne sortait pas de son pays. Le dynamisme, les migrations, le nomadisme étaient plus internes. Et voilà, avec le président Houphouët-Boigny, l'Ivoirien ne sortait pas comme ça. Oui, ne sortait pas comme ça. Il était... Et même quand il sortait, il n'allait pas à l'aventure. Il n'allait pas à l'aventure. Voilà. Soit pour des études, soit pour quelque chose de précis. Mais il était tellement bien chez lui que... Le nomadisme, comme je l'ai dit, était interne. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. On peut relier à cela, à ce qu'on a appelé le miracle ivoirien. Et si vous tracez bien, c'est dans les années 70-75. L'Ivoirien ne sortait que pour aller, généralement, on peut dire quasiment, globalement, en France et pour des études. Et c'était rarement pour autre chose. Regardez, par exemple, j'apporte un peu d'eau à votre moulin, l'aventure 46. Oui. En 1946, Houphouët-Boigny qui décide de prendre dans certains moments de l'administration des personnes, des gens, des pupilles pratiquement de la nation oui. pour les envoyer en formation. Ça, déjà en 1946. Oui, tout à fait. Et en cela, jusqu'en Roumanie de Ceausescu, hein, au fond, envoyé partout des étudiants. Ça a été ça aussi sa force, je pense, parce que ça nous a permis de pratiquer, de connaître le multiculturalisme mieux que beaucoup de régions du monde. C'est en France que moi j'ai appris qu'à part les États-Unis, la Côte d'Ivoire, avec ses 26%, était le pays des migrations et d'étrangers juste après les États-Unis, ce qui est impressionnant. Déjà dans les années 80, j'ai fait ma thèse en 89, dans les années 86, 87, 88 déjà. Donc, c'est pour dire que nous, on ne sortait que pour des questions d'études, mais par contre, on recevait beaucoup de gens chez nous et les gens bougeaient beaucoup. Et quand on dit qu'on recevait tout le monde, ce n'était pas forcément la CEDEAO, c'était des Blancs venus de toutes parts, des Chinois, des Syriens, des Libanais, enfin, presque, je peux dire tout l'ONU. Alors, Sa Majesté, pour parler d'hospitalité, puisqu'on en est là dans notre développement, la Côte d'Ivoire a toujours été un pays très hospitalier. D'ailleurs, c'est des phrases qui sont inscrites dans notre hymne national. Et à un moment, justement, vous l'avez dit, 26% d'étrangers, cette hospitalité-là a attiré pas mal de personnes de nations étrangères. Parce qu'on savait qu'en Côte d'Ivoire, on pouvait s'installer, on pouvait vivre tranquillement sans être inquiété, sans être malmené, parce qu'il y avait cette hospitalité-là qui régnait. Si. On peut dire que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui s'inscrivent vraiment dans l'histoire de l'hospitalité. Parce que déjà, ça est dans notre culture. Et comme vous avez si bien dit, on nous a déjà appris ça. Le docteur vient de dire que lorsque un enfant est en 6e, automatiquement, on l'oriente dans une autre région, dans une autre famille, dans une autre localité. C'est pour dire que déjà, dans la culture et la tradition de la Côte d'Ivoire, on nous apprenait déjà à cohabiter et vivre ensemble. Donc, ça faisait partie déjà de nos notions. Au point que on peut constater au jour d'aujourd'hui que l'Ivoirien veut toujours cohabiter, l'Ivoirien veut toujours sympathiser. Nous voulons toujours démontrer que vivre ensemble, c'est mieux. Donc, c'est quelque chose qui est réel à notre sein en Côte d'Ivoire. Il y a toujours un rituel d'accueil, quelle que soit la région. C'est du piment avec la cola, c'est une certaine boisson, c'est certaines manières, des genuflexions, des façons de saluer. Mais mettons les pieds dans le plat. D'où vient que, quelques années après, on a ces scènes, parce qu'il faut bien sûr parler de l'actualité, d'où vient qu'aujourd'hui, la migration, le fait de bouger, devienne si périlleux, si difficile et si dégradant pour l'homme. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? De 1946, où le président Houphouët faisait un nomadisme encadré, on va dire ça comme ça, afin qu'on puisse aller recueillir la connaissance, à l'instar donc des peuples japonais au moment de l'ère Meiji. Mais d'où vient qu'on en arrive là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les épisodes qu'on a ratés?
Bien, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans la mondialisation, et qui dit mondialisation, dit, tout à l'heure vous parliez de high-tech, c'est-à-dire tout le monde aspire au mieux vivre, et aujourd'hui, il y a une mondialisation des styles de vie, the way of life. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde veut vivre comme des petits Américains, des petits Australiens, des petits Français. Donc, très tôt, les gens sont avides de ceci, de cela. Et à un moment donné, les sociétés ou les cultures qui incarnent le mieux ces choses-là sont ces pays-là. C'est-à-dire que, quel que soit là où on se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a tendance via Facebook, via la télévision, via les films, à penser qu'ailleurs, les gens souffrent moins. Le bonheur, c'est chez les autres. C'est chez les autres. Donc voilà pourquoi, à un moment donné, quel que soit ce que vous proposez aux jeunes Ivoiriens, ils ont l'impression que l'original vaut mieux que la photocopie. Parce que vous allez importer, vous allez singer, vous allez imiter, mais si eux-mêmes se rendent aux États-Unis, ils se rendent en France, ils se rendent à Londres, ils se rendent en Italie, ben, ils vont aller têter à l'original. Mais est-ce que finalement c'est un phénomène qui est propre à la Côte d'Ivoire? Parce que certes, les Ivoiriens rêvent d'ailleurs, mais même on dira les Français également. Quand on regarde des reportages, on voit beaucoup de Français qui quittent la France, qui vont tenter de faire fortune aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, un peu partout. Et finalement, ce n'est pas propre aux pays africains. Non, tout le monde cherche à aller plus loin. Absolument pas, madame. C'est ce qu'on appelle la génération Y. C'est-à-dire toute la jeunesse de ce monde depuis les années 90. Et déjà en 96, nous avons travaillé là-dessus pour le Canada et pour le Japon. On a remarqué que les jeunes de maintenant ne veulent plus souffrir comme leurs parents. Parce que, oui, enfin, c'est légitime, mais je vais poursuivre. Parce que nous, à l'époque, on nous a appris que le travail n'est pas une souffrance. Vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Donc, nous, on n'a connu que le travail. Mais nos enfants veulent s'amuser, veulent être heureux, d'abord, avant de commencer à travailler. Donc, c'est ça la génération Y. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de séminaires de réflexion pour pouvoir expliquer comment est-ce que les parents qui n'ont connu que le travail, qui n'ont vécu que pour le travail, ont pu éduquer leur enfant de telle sorte que l'enfant comprenne qu'on vit bien d'abord avant de travailler. Vous prenez quelqu'un à un recrutement, il est plus intéressé par le salaire que vous allez lui proposer, s'il aura le véhicule, s'il aura la communication, au lieu de demander exactement en quoi consiste mon travail. De telle sorte que qu'est-ce que je vais apporter pour mériter mon travail. La question devient secondaire pour lui. La principale, c'est son salaire et les possibilités d'avantage. Et je rappelle que c'est vrai que le français, tous les pays du monde entier, tout l'homme en général avec grand H aime se déplacer. Mais c'est les modalités, les codes du déplacement. Le français ira en Australie, mais de façon légale, avec tous ses papiers. Alors que l'Africain, il faut le dire, aura tendance à mettre sa vie en péril. Ce acte suicidaire vient d'où? Est-ce que c'est sociologique, c'est sociétal? Bien, aujourd'hui, notre question est vraiment, c'est triste. Mais si vous voyez que le Français arrive à aller en Australie ou aux États-Unis pour son Eldorado ou au Canada... De façon légale? De façon légale, c'est parce qu'il y a un gentleman agreement. Moi-même, quand j'allais au Canada de la France, c'était très simple pour moi. J'étais résident français. Ça ne m'a pas posé de problème. Exactement. Mais je sais que si je veux refaire le chemin aujourd'hui à partir de la Côte d'Ivoire, ça risque d'être nettement plus complexe. Ça veut dire que sans le dire... il y a des bons citoyens, entre guillemets, qui sont blancs, qui se font dans des gentlemen agreements entre eux. Vous voyez, aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 28 pays. Vous voyez qu'en passant par ce système-là, ben, la migration ne peut être que régulière. Exactement. Certainement, ils auront des systèmes d'impôts entre eux, mais à la base, chacun peut bouger. Mais si déjà ceux-mêmes qui, à l'origine, vous savez que l'Amérique a été peuplée par des migrants qui mouraient de faim. Ce sont des Européens qu'on appelle aujourd'hui Américains. Ils ne sont pas Américains. Il y a les Natives qui sont eux-mêmes les vrais Américains, mais tous les autres sont des Européens. L'Australie aussi a été peuplée par des Européens qui avaient faim. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes Européens qui ont connu la faim, qui sont allés chercher l'Eldorado, qui aujourd'hui érigent des murs et des barricades. Mais ces murs et ces barricades, c'est contre nous. Voilà pourquoi nous, on se suicide plus, parce que si on met des barricades de 7 mètres de haut avec ceci et cela, et on oublie par exemple l'histoire commune que nous avons eue qui s'appelle l'esclavage, ou l'histoire commune que nous avons qui s'appelle la colonisation, ou bien d'autres histoires même en cours qui s'appellent le franc CFA, à un moment donné, c'est vrai, nous allons regarder les choses comme des suicides, et ça fait très mal, c'est des suicides, mais c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à un moment donné, on a l'impression que c'est toujours et quand même chez eux que le bonheur va nous sourire. Exactement, et comme disait Fatou Dioumé, l'immigration entre ces
pays il est beaucoup plus facile parce qu'ils ont le bon passeport. Elle est fluide, parce voilà. Exactement. Et les jeunes ici, je ne pense pas qu'ils aillent de façon première vers ces extrêmes, donc la Libye, etc. C'est parce que les échanges diplomatiques ne sont pas aussi faciles. Oui. Et aujourd'hui, il y a, je crois, Aliko Dangote qui disait qu'aujourd'hui, un Français ou un Américain a même plus de facilité à circuler sur le continent africain qu'un propre Africain. C'est plus facile même d'avoir... Regardez même les noms. Eux, quand ils viennent chez nous, ils sont coopérants, conseillers techniques, expatriés. Ils sont censés venir nous aider sur nos propres réalités qui, a priori... Docteur, c'est parce qu'eux aussi, ils ont réussi à s'organiser. Bien sûr. Ils ont réussi à s'organiser, ils en sont arrivés là à force d'organisation et surtout de méthode et de discipline. Qu'est-ce que nous on fait? Vous avez parfaitement raison. Qu'est-ce que nous on fait quand l'Union africaine, par exemple, a 80% de son budget qui vient de l'Union européenne? Vous espérez quoi? Bien, vous avez raison parce qu'effectivement, les responsabilités sont partagées. Parce que c'est le citoyen d'un pays qui se fait valoir. Quand je dis un contrat d'expatrié, un contrat de ceci et que ça marche, ben c'est parce que j'ai su me vendre. Mais si nous, on se vend en immigré, si déjà on ne s'organise pas, on n'est pas rigoureux. Moi, j'ai déjà écrit un article en 2006 sur ce phénomène-là. Mais avant même cela, à tout jeune étudiant en sociologie, que j'étais en 84-85, je m'intéressais à ces questions de migration. Mais si c'est aujourd'hui, comme il a si bien dit, que l'UA se réveille, qu'un certain nombre de gens se réveillent, ben, c'est comme si on se vendait moins cher et on vous paye toujours au prix auquel vous vous vendez. Comme on dit, quand vous vendez moins cher, on vous achète même à crédit. Ben, c'est ça. Sa Majesté, sur le terrain, qu'est-ce que vous dites aux jeunes, à vos fils, à vos enfants, à vos frères, pour ne pas, pour retenir ou bien du moins tempérer cette envie d'ailleurs? Mon fils, je voulais déjà te dire que comme je suis présidente d'Aka ONG, je vais beaucoup et j'essaie de côtoyer le maximum des enfants qui sont dans les besoins. Moi, je ne les appelle pas, par exemple, les microbes ou autres. Je les appelle l'avenir de la Côte d'Ivoire. En fait, nous devons comprendre que l'Afrique, et je vais parler spécialement de mon pays, la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'à partir du moment où on a commencé à constater, comment on appelle, la conjoncture, la dévalorisation de nos francs CFA, on a tout de suite vu que quelque chose s'est présenté. C'est-à-dire que nos enfants se disent que c'est en Europe qu'ils peuvent réussir. Pourquoi? Parce qu'on leur présente l'illusion. On leur fait croire que tout va bien. On leur fait croire que là-bas, tu ne peux pas souffrir. On leur fait croire que si tu arrives là-bas seulement, tu peux t'en sortir facilement. Du coup, comme ils voient qu'ils vont à l'école, il n'y a pas d'études encore, à l'université, les enfants ne peuvent pas se stabiliser. On n'a rien mis en place ici, comme le Ghana par exemple, de sorte qu'à l'école, tu peux apprendre un métier. Donc du coup, si tu n'as pas réussi à l'école, tu as réussi et tu as échoué. L'enfant n'a pas appris à aller au champ, l'enfant n'a pas appris à un métier à l'école, il n'y a rien. Et puis demain, on dit, bon, tu ne peux plus aller à l'école, l'enfant au 6e, ça s'arrête là. Ce n'est pas comme nos cousins, que moi je les appelle nos frères musulmans, où tu vas à l'école, mais tu vas en même temps vendre au marché ou bien tu apprends quelque chose. Donc du coup, quand l'enfant finit, il n'a plus d'espoir, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de travail ici. Hein? Avec nos crises, avec des maladies, si ce n'est pas la guerre, c'est comment on appelle, c'est Ebola. Si ce n'est pas Ebola, c'est immigration. En fait, tout est mis en place pour que la jeunesse se dise qu'il faut immigrer. Il faut aller là-bas. D'autres même te disent carrément que s'il faut mourir sur bateau, je préfère ça que de mourir ici, rester ici puis mourir de faim. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'il y a une réalité qui se présente à la jeunesse au point que peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on présente, c'est comme de la drogue. Ils ont envie de partir parce qu'ils se disent qu'ici, de toute façon, il n'y a rien à faire. Donc ça veut dire que nous devons donc penser à ce qu'on dit. Comme vous dites, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? On les fait comprendre qu'il y a de l'espoir. Au point que même on est en train de lancer une campagne où j'ai mis vivre mieux en Afrique, c'est possible. D'ailleurs, il y a des gens qui vivent mieux. Moi, je suis en Afrique, je voyage. Dieu m'a fait la grâce de voyager au moins dans 36 pays. Mais je n'ai jamais eu envie de rester là-bas. Pourquoi? Parce que je sais que ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire facilement. Abidjan, le plus doux au monde. Oui. Hein? En Côte d'Ivoire, tu peux prendre 25 francs, 5 000 francs. Tu vas payer, comme on appelle, Orange. Tu peux t'asseoir au bord de la route là pour vendre. En France, tu ne peux pas le faire. Tu as 50 000 francs, tu peux aller au champ acheter les vies pour venir. Tu ne peux pas le faire en France. Mais les gens ne comprennent pas. On les fait comprendre que tout va mieux là-bas, tout est bon. Or, en réalité, ce n'est pas vrai. On a des personnes qui sont dans la rue, on a des personnes qui mendient, il y a des personnes qui n'ont même pas de toit. Il y a des personnes même qui ne peuvent pas revenir, qu'ils sont partis en France, ils ne peuvent pas revenir parce qu'ils n'ont rien du tout et ils ne sont rien. Donc, comment ils vont venir se présenter à leurs parents ici? Donc, c'est pour dire que nous présentons, nous faisons comprendre à nos enfants, en tant que président d'Aka ONG, que tu peux réussir. Nous touchons des banques, des PMU là pour accompagner. Mais il y a des gens qui sont là.
Vous leur faites comprendre que ce qu'elle est en train de te dire là, c'est rien. Si tu vas en France, moi, tu vas t'en sortir. Donc, je pense que... Il y a des gens qui sapent votre travail. Alors, oui. Aujourd'hui, Sa Majesté le disait tellement bien, il y a un problème d'installation. Il faut pouvoir aider les jeunes à s'installer parce que cette jeunesse qui part, ce n'est pas une jeunesse niaise, je dirais. Oui. Il y a des jeunes qui partent, qui s'engagent sur ces bateaux de fortune-là, qui ont bac plus 5, bac plus 6, voire bac plus 7. Mais il n'y a aucune opportunité ici. Ils ne voient pas d'avenir. Ils ne voient pas de quoi vivre de façon décente. Donc ils se disent, avec le diplôme que j'ai, avec le master que j'ai, avec le doctorat que j'ai, peut-être que je pourrais vivre mieux ailleurs. Oui. Donc il faut aider les jeunes à s'installer sur place. Oui, Sa Majesté le dit si bien. Quand le désespoir est là, quand le désenchantement est là, tout est possible. L'une des dernières réflexions que nous avons menées, on était avec Serge Daniel, il a dit pourquoi les gens s'en vont se suicider. C'est comme elle l'a dit, c'est comme la drogue, c'est le compte à rebours. Quand ils se sont mis cela dans la tête, vous pouvez tout leur dire, ça ne marche pas. Oui, même moi qui ai fait 17 ans de diaspora, quand je leur parle, ils ne m'écoutent pas. Ils m'expliquent mieux la France que moi-même qui ai vécu pendant 17 ans. Tellement le rêve, la vie facile, n'importe comment on s'en sort. Moi, je connais quelqu'un qui y est. Voilà sa photo sur mon selfie. Il m'a dit de me débrouiller pour venir, etc., etc. On ne peut rien faire. Et pourtant, même comme vous le dites, c'est une jeunesse correcte. Parce qu'on arrive à trouver des gens qui ont 4 millions, 5 millions et ils vont les risquer dans le désert. Alors que moi, je pense que si vous arrivez déjà de 0 à passer à 4 millions en Côte d'Ivoire, vous êtes bien placé pour atteindre 20, 30, 40, 50 millions. Mais c'est un problème d'espoir. Parce que quand quelqu'un a l'impression qu'il est... De partout, c'est des murs, des barricades, de misère, de sollicitations familiales, sociales, d'impossibilité d'évoluer, il se dit comment s'échapper de là. Et même quand vous dites la mort est au bout, il vous dira la mort est mieux. Et c'est pour ça qu'on ne peut que déconstruire le mythe de la vie facile en Europe. Comme madame l'a dit, il y a des SDF. Et quand vous êtes pauvre en Europe, c'est pire que quand vous êtes pauvre en Afrique. Parce que l'élément de base même qui fait vivre un homme, c'est le climat. Quand vous êtes pauvre en Afrique, il y a au moins le soleil. Vous n'avez pas besoin de vous habiller d'une certaine manière. On peut vous donner à manger, etc. Il y a toujours un membre de la famille. Un membre de la famille pour vous secourir. Alors qu'en Europe, quand vous êtes pauvre, vous êtes seul au monde. Et dans l'hiver, et c'est très dramatique. Petite dédicace à Ismaël Isaac avec sa magnifique chanson « Je reste ». Je vous invite à l'écouter, ça résume un peu l'esprit de notre discussion. Alors, quand on a vu tous ces paramètres-là, endogènes, exogènes, tout ça, quand on se dit que forcément l'homme doit bouger, c'est naturel, quand on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui nous concerne, avec Houphouët-Boigny qui n'aimait pas qu'on sorte parce qu'il voulait donner l'image d'un Ivoirien qui est attaché, qui a ses racines, tout ça, mais qui sort seulement pour apprendre. Nous sommes en 2017 aujourd'hui. Quelles sont les solutions que vous proposez? Ben, malheureusement, comme l'a dit Sa Majesté, c'est d'abord parler. Parce que tout commence par parler. La sensibilisation. Parlons à nos enfants, disons-leur la vérité. Et moi, c'est de ce point de vue que je dis beaucoup de parents ont démissionné. Parce qu'avant que l'enfant n'aille tomber en Libye, dans la mer ou dans l'esclavage, c'est d'abord votre enfant. C'est à vous de lui dire que la vie est difficile partout et qu'on n'a rien sans effort. Et comme elle a dit, ensuite, sur le plan politique, on peut accompagner avec des politiques de métier, déjà de l'alternance. Moi, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est ce qui fait marcher l'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne, le matin, vous allez à l'école, l'après-midi, vous allez apprendre un métier. De telle sorte que très tôt, les enfants trouvent des vocations. Alors que tant que vous les laissez aller à l'école jusqu'à bac plus 1, bac plus 2, bac plus 10, à part signer en bas d'un document, ils ne savent rien faire. Et néanmoins, ils n'ont aucune pratique, ils n'ont aucun savoir-faire. Et ils pensent qu'on leur doit. Et comme on leur doit et qu'on ne leur donne pas, alors ils sortent pour aller chercher. Mais si on met clairement dans leur tête que tu ne gagneras ton pain qu'à la sueur de ton front et qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Parce que si vous n'arrivez pas à vous nourrir, à partir d'un certain âge, c'est que vous êtes sot. Parce que si vos parents avaient agi comme vous, ils ne vous auraient pas encadré, nourri, etc., etc. Donc si on a ce langage de courage, ce langage de vérité, ce langage de responsabilité qu'on tient un enfant le plus tôt possible, si on commence à travailler sur ce plan, il saura que le français s'en sort en France, l'Ivoirien s'en sort en Côte d'Ivoire, le Malien s'en sort au Mali, le Guinéen s'en sort. Maintenant, après, si on a réuni toutes les conditions pour des questions de tourisme ou de villégiature, on peut vraiment de la manière la plus responsable, mais la plus respectée, la plus légale, aller chez les autres. Très bien. Votre dernier mot, Majesté? Je voulais déjà dire que même la France, l'Europe que les gens recherchent là-bas, oui, leur économie se repose sur, comment on appelle, l'artisanat. Ça veut dire que
ce que nous négligeons ici, là, nos sous-métiers, là, c'est ça qui fait les forces là-bas. Donc nous devons valoriser ça. Il faut aussi également qu'on comprenne que l'État ne peut pas tout faire. Ils feront ce qu'ils peuvent faire, mais il faut que nous-mêmes, comme le docteur l'a si bien dit, nous arrivons à insérer nos enfants, à les faire comprendre qu'ils peuvent avancer. Mais en même temps, nous voulons motiver nos enfants à comprendre qu'il n'y a pas d'espoir là-bas. Il va falloir qu'on se batte pour montrer que, quand on dit que, comme on appelle l'Afrique, le berceau d'humanité, je dis que s'il y a un berceau qu'il n'y a pas d'enfants, ça n'a plus d'espoir. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui va venir occuper et s'installer dans le berceau. Donc il faut qu'on s'arrête pour comprendre que si eux-mêmes ils disent que l'Afrique est le berceau d'humanité, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. Il y a une richesse ici. Tous les premières matières viennent d'ici. Il va falloir que nos autorités, le gouvernement, tous ceux qui se disent qu'ils sont à la tête, commencent à comprendre qu'ils sont présidents, ils sont des autorités parce qu'il y a de la jeunesse, parce qu'il y a des hommes, parce qu'il y a des Africains en Afrique. Sinon, comment ils peuvent aller proclamer en Europe qu'ils sont présidents? Comment ils peuvent aller là-bas pour dire qu'ils sont une autorité quelconque sur le territoire africain s'il n'y a pas de Noirs? Oh, c'est nos enfants qui périssent là-bas. Regardez combien de fois nos enfants meurent. Ça me fait mal, ma fille. Oui, je sais. C'est tellement mal que je sais pas comment dire. On vous écouterait pendant J'ai envie de pleurer même. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup. En tout cas, on espère que vos paroles ne seront pas tombées dans les oreilles de sourds, que nous aurons pu, à notre humble niveau, faire un minimum de sensibilisation. Merci beaucoup, Sa Majesté Koumontama Odette. On rappelle que vous êtes reine mère du Zanzan. Oui. Rapidement, hein, Eva, il y a une exposition des jeunes Africains, des plasticiens, qui s'appelle La source de l'espoir. Est-ce que l'espoir a tari? C'est des plasticiens, des peintres pour lutter contre justement ce phénomène-là. Merci Dr Nielbin, merci à vous. Je rappelle, cette émission a été réalisée par Christelle Akoussa, rédaction en chef Kadi Fadiga. Excellent week-end sur RTI 1. On se retrouve lundi 5h55, même canal. Merci. Bon week-end.